Bonsoir, Richard. Bonsoir. Ça a été une grosse semaine. Wow! Palette de chocolat. La semaine passée, tu te souviens? Oui. J'ai gagé le chocolat que Trump ne mettait pas en place, le 25 Et finalement, j'ai gagné. J'espère que Maxime a préparé son chocolat. T'as pas gagné. C'est pour ça que j'ai ramené le chocolat quand même. Je suis de bonne foi. Et non seulement c'est à l'effigie du président américain, mais j'ai enlevé 25 du chocolat aussi déjà. Là. Donc, j'ai tout prévu, les angles possibles, parce qu'on marche sur des œufs depuis le 5 novembre et surtout depuis janvier. Alors, il faut prévoir toutes les possibilités. Alors, Maxime, si tu écoutes, moi, ma barre de chocolat est déjà prête. Elle n'est pas à jour, par exemple, ta barre de chocolat. Qu'est-ce qu'il y a là? On parle du 45e président des États-Unis, Donald Trump, alors que c'est le 47e. C'est un bel président. effort quand même. Ça veut dire qu'à date de 2 ans, ta palette de chocolat, ça veut dire qu'elle est périmée. Périmé. Ça veut dire que personne ne va vouloir la manger. Alors, Maxime, je te conseille de ne pas toucher à cette palette-là. Elle a 2 ans. Elle a plus que 2 ans, en fait. Mais si je perds... Elle a 4 ans, ta palette de si chocolat. je perds, c'est une Toblerone que je vais acheter parce qu'il n'y aura pas de taxe américaine. OK. Mais il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé autour de toute cette augmentation de 25 de tarifs douaniers. Richard, Justin Trudeau affirme avoir obtenu, lui, un sursis de 30 jours pour éviter l'augmentation des tarifs douaniers après un appel téléphonique avec Trump. Qu'est-ce que ça signifie réellement? Une victoire diplomatique ou un simple délai avant une sanction inévitable? En fait, la présidente mexicaine l'a obtenu 6-7 heures avant le Canada. Donc, je ne pense pas que c'était une négociation ou une concession d'aucune façon. C'est Trump qui a décidé, parce qu'il sait très bien que c'est impensable d'appliquer cette taxe-là. C'est un moyen de négociation. C'est ce que j'ai dit ici à l'émission en disant il ne la mettra pas en place. Alors, la mettre en place puis l'enlever dans les heures suivantes, c'est l'équivalent de ne pas la mettre en place. C'est tout un mécanisme, là, ce changement-là. On l'a vu dans le temps de COVID, quand on a fermé la frontière, l'impact. Mais tout le monde, toutes les entreprises étaient arrêtées. Là, toutes les entreprises continuent, mais ça a donné quand même une onde de choc. Il y a beaucoup d'entreprises qui avaient prévu s'installer aux États-Unis ils ont déjà enclenché le processus. Alors, ils savent qu'il est là pour 4 ans. Donc, les messages que Trump passe, ils se rendent très, très bien. Il est très efficace au niveau de sa stratégie bully, si on peut dire. Ouais. Mais il fait des erreurs gigantesques aussi. Ce qu'il a dit sur Gaza, c'est inacceptable d'aucune façon d'un être humain. Et là, il est président des États-Unis. Alors, on voit qu'il souffle le chaud, S-H-O-W, et le froid constamment, et c'est ce qui déstabilise tout le monde. Dans le cas du Canada, on le mentionnait tout à l'heure, il y a, Olivier en parlait, il y a un vide au niveau de la direction, et ça fait en sorte que ça lui donne une marge de manœuvre importante. Trump a accepté puis a donné un sursis, mais à quelles conditions? Y a-t-il obtenu des concessions de Trudeau en échange, selon toi? En fait, l'idée des 10 000 soldats à la frontière, premièrement, c'est une erreur. On en a parlé ici en long et en large. Ce qu'il a présenté comme étant le problème, c'est pour créer une crise. Parce qu'il ne peut pas faire une telle décision. Il faudrait lui aussi, il y a une chambre à écouter. Alors, les républicains sont pro-libre-échange. Donc, d'imposer sa taxe, décider ça lui-même, il faut qu'il y ait une raison. Donc, la raison, c'est le fentanyl, ce qui est faux. Et l'immigration, ce qui est aussi faux. C'est les Américains qui doivent protéger leurs frontières, pas le Canada qui protège la frontière des Américains. Donc, ça, c'est un subterfuge. C'est pour ça que je disais qu'il n'appliquerait pas la taxe. Tout ce qu'il veut, lui, c'est renégocier l'entente de libre-échange que lui-même a signée, on en a parlé déjà. Ouais. Mais cette entente-là, s'il la renégocie, ça va être à l'avantage des fabricants automobiles, par exemple, américains. Ils veulent enlever des pans complets. Ils espèrent enlever la gestion de l'offre. Bonne chance. Ouais. Donc, c'est ces pans de mur-là économiques. Et tout ce qui l'intéresse, c'est l'économie, là, soyons clairs. Ouais. Tout ce qu'il fait comme geste actuellement de ménage, là, c'est uniquement des chiffres sur une table. Donc, l'impact sur les êtres humains, on dirait que ça c'est même pas dans la balance. Là. Ouais. Politiquement, ce report permet à Trudeau de dire qu'il a évité une catastrophe immédiate. Ça lui permet d'avoir un petit peu de poil à bête là, et un petit peu remonter dans la perception des Canadiens. D'ailleurs, les libéraux sont en hausse, avant même d'avoir un chef sur ce nouveau fédéral. Et, étonnamment, le Parti libéral du Québec, qui n'a pas de chef, a monté dans les sondages. Ouais. Donc, il y a des jeux de pouvoir qui s'établissent par rapport au leadership de Trump qui viennent modifier la donne au Québec.
Alors, le Bloc, qui était l'opposition officielle dans les sondages à l'automne, maintenant n'est plus l'opposition officielle. Les libéraux reprennent du poil de la bête. Et on sait que Trudeau s'en va. Il a annoncé sa démission pour le 24 mars. Donc, on est déjà en train d'évaluer dans les sondages de la population le candidat qui va être là. Et on le sait que Carney il a été désigné, là, soyons clairs. Donc, tout ça est organisé et fonctionne très, très bien. Ouais. Et je ne suis pas certain que M. Poilievre, il pense à l'automne comme élection, comme étant gagné d'avance, comme il était l'automne passé. Ah, tu penses qu'il y a un doute? Bien, il a besoin d'en avoir un parce que ça commence à descendre. Juste au Québec, il est 3e à peu près. Là. Il n'y a aucune capacité de remonter au Québec. Pourtant, il parle français. Donc, on voit que les gens ne lui font pas confiance. Ils ont plus confiance à Mark Carney, qui a été président de la Banque du Canada. Donc, un fonctionnaire à la solde des Rothschild a plus de confiance parce que la population canadienne, elle est libérale. Ce qu'on disait tout à l'heure, les politiques, oui, mais la population est libérale. On le voit, là, les libéraux prennent du poil de la bête après 9 ans de pouvoir, d'usure, juste sur le fait d'avoir un nouveau chef et le fait que les Américains nous attaquent. Et c'est ça, quand il y a des jeux, des changements de donne comme ça change la donne. Premièrement, Mark Carney n'a pas dit qu'il était pour appuyer l'accord de Paris. Donc déjà, ça met dans l'embarras notre ami Poilievre. Axe de taxe, qui était sa grosse stratégie de l'automne, bien, l'autre, il dit on ne fera pas cette taxe-là. Donc, il est complètement en train de revoir son positionnement. Moi, je pense que si Carney est en poste le 24 mars et qu'il est premier ministre désigné jusqu'à l'élection en octobre, ça va lui donner le temps de se faire connaître et de chauffer le Parti conservateur. Le rapport de 30 jours, on dit un rapport de 30 jours. Selon toi, est-ce que ce tarif douanier, cette hausse de tarif douanier de 25 là, est-ce que tu penses que ça va vraiment revenir ou c'est vraiment... J'ai gagé une barre de chocolat. Est-ce que je peux aller plus loin comme prendre un risque? C'est une aberration. Tu ne peux pas mettre 25 Le 30 jours lui permet à Trump d'évaluer l'impact. Et l'impact, il va se le faire dire à l'interne que c'est les Américains qui vont subir les conséquences. Ce que ça crée actuellement, les transferts d'entreprises vers les États-Unis. Si on regarde l'industrie automobile en Ontario, Rob Ford n'a pas été fou. Il a lancé une élection. Il a déclenché l'élection. Il y avait un scandale aussi qu'il voulait éviter, mais il profite d'avoir l'air Monsieur Canada de son côté en Ontario. Parce que lui, l'industrie automobile, c'est vital. Et une automobile à Windsor, par exemple, lors de sa construction, les pièces traversent le pont 3, 4 fois, 5 fois. Alors, une taxe comme ça viendrait tuer cette possibilité-là. Je pense que 70 des véhicules bâtis au Canada s'en vont tous aux États-Unis. Donc, cette taxe-là viendrait tuer carrément le commerce à plusieurs aspects, et aussi le manufacturier, l'acier, l'aluminium, etc. Il y a déjà eu des taxes sur l'aluminium. Ils vont se revirer de bord très facilement. Ils ont déjà enclenché le processus. Donc, les grands champs d'action qui avaient été visés une première fois, le bois d'œuvre, etc., sont déjà habitués d'avoir des 10-15 de taxation. Donc, 25 ce serait plus dur, mais ce serait quand même pas un grand changement. Si tout le bois est exporté aux États-Unis, en plus, on oublie le taux de change. On est presque à 30 d'échange. Là. Donc, on est une économie extraordinaire pour les Américains. Ouais. Donc, l'exportation est très favorisée. Donc, s'ils rajoutaient une taxe, peut-être ça rétablirait le prix, tout simplement. Alors, c'est tout le reste des autres produits qui ne font pas de sens. Est-ce que la menace du Canada de couper l'électricité de la Nouvelle-Angleterre a pesé dans la balance de Donald Trump de donner un sursis au Canada de 30 jours? Ben non, je pense qu'il n'est même pas au courant de cet aspect-là. C'est assez cocasse comme situation. Ouais. Et d'ailleurs, on importe de l'électricité. Hein. Il y a des échanges qui se font de part et d'autre, là, dépendant des périodes de pointe, etc. Alors, l'aspect de l'énergie fait en sorte que si on enlève l'énergie et l'aluminium, par exemple, la balance économique que lui décrit comme étant on finance le Canada, ce qui est faux, elle tombe à zéro à peu près. Donc, c'est pas parce qu'on achète chez Costco qu'il y a un gros déséquilibre qui se passe. C'est pas de cette façon-là. Alors, son aspect économique sur lequel il bâtit sa stratégie n'est pas vendable même aux États-Unis. Et le 30 jours va lui permettre de dire, bien là, on a fait des analyses et finalement, on va s'attaquer à l'aluminium, à l'acier, des choses comme ça, l'automobile, mais il ne va pas pouvoir le faire
d'un bout à l'autre, comme il a annoncé qu'il le ferait. Good. Jean-Pierre, Richard, on va s'arrêter juste en temps d'une courte pause, parce qu'on a Jean-Pierre Desmarais qui est en direct de Floride, qui va joindre à notre conversation. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir, Jean-François. Vraiment content que tu sois avec nous ce soir, puis que ça fonctionne du premier coup avec toi, qui est aussi en Floride. Ben, c'est ça, j'avais peur. J'ai dit, coudonc, c'est-tu la Floride? Qu'est-ce qui se passe, là? Je sais pas, ce soir, on a eu de la misère un peu avec la technique. Mais merci d'être là. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Jean-Pierre, on connaît quelle était la position du président Trump la semaine dernière. On en avait parlé à l'émission, une décision qui vraisemblablement était pour affecter le Canada parce qu'il était pour adopter justement l'augmentation de 25 des tarifs douaniers. C'était quelque chose qui était canné, c'était fait. On s'en allait vers une augmentation dès le 1er février. On était là-dessus. Moi, je veux juste te demander, Jean-Pierre, parce que tu as peut-être une opinion différente de celle de Richard ici. Quelle aurait été l'implication de la hausse de 25 pour les sociétés canadiennes et les citoyens du Canada? Parce qu'il y a eu toutes sortes de choses qui se sont véhiculées sur le web, qui étaient contradictoires, autant les unes que les autres. Mais ça aurait été quoi cette affectation-là sur des sociétés canadiennes? Tu es un homme d'affaires, tu es président de ton entreprise. Ça aurait été quoi les répercussions sur ton entreprise? Et puis ça aurait été quoi les répercussions sur les consommateurs canadiens? Pour reculer au début, parce que dans le fond, la question, s'il n'y a pas d'augmentation pour les Canadiens, quand on dit que M. Trump impose un 25 c'est sur sa population à lui. Donc, au début, quand il fait ça, ce n'est pas les Canadiens qui vont payer plus cher, c'est les Américains qui vont payer plus cher. L'impact, ça va être plus sur nos fabricants au Canada. Il va y avoir des pertes d'emploi, des choses comme ça. Mais au départ, l'augmentation est pour les Américains, et pas pour nous. Alors, quand j'ai vu un peu au Québec la panique, puis tout ça, il y en a qui me parlaient, puis je dis non, quand il met un 25 comme ça, c'est pour eux aux États-Unis. Donc oui, ça augmente les prix canadiens pour l'exportation, mais ceux qui payent plus cher au départ, c'est pas nous, là. Ouais. C'est les Américains. Bon, mais là, suite à un coup de téléphone, il y a un sursis. Pardon, on a gagné 30 jours. Est-ce que selon toi, Trump va réappliquer ce 25 %-là après le 30 jours? C'est-tu quelque chose qui est pour toi, comme Richard, c'est caduc, on ne vient pas? C'est une excuse pour ouvrir l'ancienne ALENA puis pour renégocier le traité de libre-échange entre le Mexique, États-Unis et Canada? Bien, c'est sûr qu'il parle des tarifs, puis il est monsieur tarif. Il veut enlever éventuellement peut-être l'impôt sur le revenu. Alors, il va falloir qu'il aille chercher son argent à quelque part, mais 25 c'est quand même beaucoup. C'est quand même Canada-US, c'est beaucoup de transactions qui se passent entre les deux. Il est assez imprévisible sur ce côté-là. Je ne peux pas dire qu'il va revenir avec ceux. Il nous a demandé de corriger la frontière, de faire attention au fentanyl, surtout, je pense, dans les coins de Vancouver. Ouais. Maintenant, est-ce que le Mexique va lui aussi avoir un 25 dans un mois? Je ne penserais pas. Il va peut-être y avoir quelque chose. C'est des points de négociation. On sait que c'est un homme d'affaires. On sait qu'il est assez fort. En face de lui, c'est M. Trudeau. Alors, il jappe fort en partant. Peut-être c'est impressionnant parce qu'il est allé à Mar-a-Lago. Puis, effectivement, il est revenu. Puis, les tarifs s'en venaient. Fait que, est-ce qu'il va les mettre, les 25 Ça va être dommageable beaucoup pour les deux économies. Puis, il faut que les Américains aussi soient rapides puis se tournent de côté. Fait que si on dit ça augmente de 25 est-ce que le produit qu'on leur fournit, ils peuvent l'acheter local ou il n'est pas encore prêt? Donc, il y a une transition à faire, là. Le beau côté de tout ça, c'est que ça a réveillé un peu le Québec, ça a réveillé le Canada de cette mentalité un peu mondialiste de dépendre tout le temps d'ailleurs. On a déjà eu des usines au Québec là, qui fabriquaient des laveuses, des sécheuses, puis il y avait 1500 emplois. Ils sont où, ces emplois-là? Ils sont partis. Pourquoi on ne les a pas protégés? Tu es aux États-Unis, Jean-Pierre, tu es en Floride. Ce 25 %-là, étant donné qu'il touchait plus les Américains, c'était quoi le discours des hommes d'affaires américains? Est-ce que tu as eu vent ou des discussions avec des hommes d'affaires américains par rapport à ce 25 %-là? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce que ça affecte leur business? Est-ce qu'il y aurait eu une réorganisation de leur part? Ça, c'est ma première question. Puis ma deuxième question, c'est comment ce 25 %-là, qui a été donné et retiré, qui a été émis puis qui a été retiré, a affecté la relation entre le Canada et les États-Unis, selon toi?
Bien, pour ce qui est de la relation, c'est évident que ça a réveillé du monde. Présentement, si effectivement c'était mis en place le 1er mars, ben, tous les entrepreneurs, les hommes d'affaires qui ont, tu sais, qui ont pas peur, parce que des fois le monde a peur présentement, c'est d'investir. Et si le gouvernement est sérieux et respecte les compagnies canadiennes, ben, on va investir au Canada, les gens vont acheter canadien et on va garder des jobs. Excusez, il y a un train qui vient de passer. Euh, donc, présentement, c'est plus nos jobs. Si nous, on fait le contraire, puis là, on veut riposter comme ils ont fait un peu, quand j'ai vu sortir tous les anciens libéraux du Québec, puis on va se battre, on s'en va au. Je n'étais pas certain. J'ai dit ça, c'est pas la bonne réponse parce que c'est beaucoup trop gros, les États-Unis. Euh, on a un client, un petit client, mais il y a une grosse business côté américain. Alors, cette semaine, aussitôt que ça a été fait, ben, il y a eu un téléphone de son gros client américain, puis il a dit cancelle mes 600 unités, c'est dans le domaine du transport, puis il a dit cancelle mes 600 unités, mets ça sur la glace. On parle des unités de 50 000 chaque. Wow. Donc, c'est des emplois au Québec qu'on va perdre si on veut, si on ne fait pas attention, si on ne joue pas la game comme il faut. Là. Ouais. Et rapidement. Ouais. Richard, j'aimerais ça t'entendre, toi, sur l'impact de cette annonce-là de va-et-vient. Tu sais, il y a un va-et-vient, on fait peur. C'est souvent la stratégie que Trump utilise. On fait peur, on jappe fort, puis après ça, on se rétracte un peu parce par la peur, on a peut-être mis un meilleur climat de négociation pour arriver à nos fins à nous. Comment selon toi, là, on a entendu Jean-Pierre, mais comment selon toi, le fait de mettre en vigueur puis d'enlever par la suite peut affecter la relation Canada-US? D'un point de vue mondialiste, on le voit aller sur la scène internationale, là, la fenêtre d'Overton, il comprend ce que c'est, lui. Ouais. OK? Il envoie la fenêtre complètement d'un côté. Il polarise les débats de façon énorme, choquante, qui fait en sorte que tout le monde est déstabilisé, autant d'un bord que de l'autre. Là. Parce que même ceux qui sont d'accord avec ces politiques vraiment intenses, là, hein, on est d'accord avec plusieurs, on met dehors telle ou telle politique qui nous écœure depuis 10 ans. Même si on est d'accord, on trouve ça choquant. Ouais. On imagine de l'autre côté, ils doivent manger leur bas. Il est pareil parce qu'il est très prévisible de ce côté-là. Il fait toujours la même chose. Donc, il envoie la fenêtre complètement à gauche et après ça, il fait des petites concessions sur ce qui va avoir de l'impact. Mais il y a toujours un objectif, lui. Donc, si sa fenêtre, il veut l'avoir à 25 à gauche, bien, il va travailler à 100 puis il va revenir tranquillement. Mais au niveau des tarifs, l'impact, c'est pas lui qui contrôle le jeu. Il est très au fait que les Américains vont absorber. Il a dit ça va prendre un petit peu de temps, là. Il va y avoir de l'inconfort. C'est le même qui a présenté ça. Mais il n'y a pas tout à fait tort. C'est que là, les messages qui ont été envoyés, et Jean-Pierre l'a bien mentionné, ont fait changer la donne chez plusieurs entrepreneurs. Il y a des commandes qui sont arrêtées, il y a des projets d'investissement que moi j'ai entendus. On avait prévu ouvrir dans 2 ans aux États-Unis une succursale. On va l'ouvrir tout de suite. On n'avait pas d'entrepôt l'autre bord de la frontière. On va aller en louer. Il doit y avoir des transactions qui se font actuellement au niveau de la location pour s'assurer d'être prêt à cause qu'il tergiverse, justement. Il avance, il recule, il avance, il est imprévisible. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile en affaires parce qu'on planifie sur 6 mois, 1 an, 3 ans. Et là, d'arriver et de dire qu'est-ce qu'on fait, on avance, on recule. Le client dont Jean-Pierre parlait qui annule, bien, il dit mêler sur la glace, il ne les a pas annulés, il a dit on va attendre. Donc tout le monde attend l'échéancier du 30 jours. Mais si dans 30 jours, on arrive et que c'est l'aluminium et l'acier et le bois d'œuvre, bien, on est revenu à business as usual. Il n'y a pas eu de grands changements. Je parlais du taux de change tout à l'heure. Le taux de change, 30 plus bas. On a été au pair il y a quelques années. Bien, si ça s'était fait en 24 heures, ce serait tout un choc dans l'industrie. Ça s'est fait graduellement. Et les entreprises, le commerce s'adaptent. Ouais. Aujourd'hui, les véhicules qui étaient beaucoup moins chers aux États-Unis, peut-être que là, sont rendus trop chers à cause juste de l'échange. Le fait que les touristes vont en Floride, bien, quand tu as 30 de plus en partant, ça change aussi cette dynamique-là. Donc, l'aspect économique il est complexe. Et son 30 jours, c'est une aberration parce qu'il ne peut pas arriver avec tous les changements qu'il souhaite faire ou qu'il veut faire.
et d'arriver avec 25 sur l'ensemble, le retour, donc création d'emplois là-bas, investissement local, n'aura pas tant d'impact dans tout le reste, à part l'industrie automobile, le bois d'œuvre, l'aluminium, tout ça. On se rapporte au 1er mars, Richard. Le 1er mars, après le sursis de 30 jours, si on ne réanime pas l'augmentation de 25 dans les tarifs douaniers. Coast to coast, là. Oui. Hein, c'est ça l'affaire, c'est que s'il va avec des secteurs, les secteurs vont s'adapter. Il a parlé de 10 sur l'énergie. L'énergie, à part du nord, elle s'en va au sud, là. Donc, le pétrole, l'électricité, tout ça. Il n'y a pas d'action là-dessus. Il n'y a pas d'impact, à part d'envoyer une facture de plus aux utilisateurs américains. Je comprends. Mais quand tu cries au loup, puis après ça, tu donnes un sursis, il faut que ta prochaine action soit quand même une action judicieuse. C'est quoi la prochaine action si on ne revient pas aux 25 C'est-tu de réouvrir l'ALENA? Bien, en fait, il l'a carrément dit, là. Moi, je pense que si le prochain premier ministre désigné canadien ne prend pas acte du fait que l'ALENA est sur la table, parce que lui, il l'a signé en 2020, donc c'est assez récent, mais il y a toujours des ajustements qui se font en cours de route. Ce qu'il a surtout dit et qu'il a répété avant de retirer sa menace, c'est « le Canada nous a volé avec l'ALENA ». Hein, il nous accuse, là. C'est pour ça qu'il se fait huer au hockey et tout le reste. Il est allé très, très, très drastiquement, sans vraiment expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Ouais. Donc, si le Canada dit on est prêt à réviser certaines choses, là, déjà, ils sont obligés, les politiciens qui sont en campagne, comme Carney, sont obligés de dire on ne touchera pas à la gestion de l'offre, on ne touchera pas à tel autre secteur. Hein? C'est ça l'affaire. Ils sont en train de négocier sans négocier, c'est-à-dire qu'ils sont en train de dire publiquement jusqu'où ils peuvent aller et jusqu'où ils ne peuvent pas y aller. Ouais. Les Américains écoutent ce qui se passe, là. Ouais. Jean-Pierre, toi, là, on l'a dit d'entrée de jeu, tu es un homme d'affaires. Tu as sûrement des fournisseurs aux États-Unis. Cette menace-là, qui s'est avérée ne pas être une menace par la suite, est-ce que ça a changé ton plan de match pour ton entreprise? Est-ce que tu as décidé, toi, de ton côté, comme peut-être tout un paquet d'autres hommes d'affaires canadiens, de changer la façon dont tu faisais de la business avec les Américains pour ne pas être pris justement avec cette épée Damoclès-là qui pourrait te retomber sur la tête et pas avoir le temps de réagir? Bien, nous, on l'a fait il y a quand même plusieurs années où on ne voulait pas justement dépendre d'un pays seulement. Ouais. Donc aujourd'hui, et ça fait 25 ans, là, on importe partout dans le monde, de l'Europe, de l'Asie, de la Chine, Taïwan. Donc, on n'est pas dépendant parce qu'on a deux compagnies. On a une compagnie qui fait de l'import-export et une autre compagnie manufacturière au Québec. Et puis, heureusement, la compagnie manufacturière dont on a, la clientèle est plus canadienne. Alors, elle n'a pas d'exportation pour le moment. On regarde ça pour les prochaines années, mais on n'a pas le temps. On a tellement d'ouvrages ici que c'était correct. Donc, pour celle-là, on n'était pas touché, à part que si on mettait des tarifs sur notre côté aussi. Là, j'ai certains produits que j'ai des fournisseurs, oui, aux États-Unis, qui vont venir affecter mon produit fini. Fait que ça va augmenter les prix encore. C'est surtout le problème, c'est que ça va augmenter les prix pour nous, là, au Canada, pour les consommateurs canadiens. C'est ça qu'on ne veut pas, là. Parce que la répercussion du 25 c'est une augmentation de prix dans laquelle les hommes d'affaires, inévitablement, refilaient la facture aux consommateurs, là. Oui, bien nous, on la refile aux consommateurs, c'est officiel, on est là pour faire de l'argent. C'est sûr qu'à certaines, la compagnie d'import-export, on fait de l'exportation un peu vers les États-Unis. Et si à certains endroits, certains hommes d'affaires peuvent se le permettre, dépendamment des profits qu'ils font, est-ce qu'au lieu d'augmenter le client de 25 on peut amortir une partie de ce 25-là, aller chercher, je ne sais pas, moins 10 qui fait que l'augmentation de l'Américain va être juste 15 ça peut avoir un impact aussi. C'est sûr que les hommes d'affaires vont tous considérer ça, là. Si la profitabilité du produit qu'ils vendent peut enlever un 10 sans rien mettre en péril, là. Mais c'est sûr que ça change tout. Comme Charles disait tantôt, ça va changer toute notre perspective, mais on a été enrôlé, entraîné des années et des années. Je me souviens, moi, je recule des années 90, dans mes premiers emplois, je m'occupais des codes tarifaires. Donc, tout ce qui rentrait de l'Asie, des États-Unis, de partout, puis lui, il y a 15 lui, il y a 12 lui, il y a 9 c'était épouvantable. Les codes, là, c'est long, là, tu sais. Alors, c'est un job terrible. Là, quand ils ont fait le libre-échange, ben, c'était merveilleux. Là, on peut envoyer d'un côté comme de l'autre. Beaucoup plus facile à transiger.
la business. Écoute, c'est un voisin, c'est pareil comme nous. Est-ce qu'avec ça, il va aller chercher mettons le premier, là, il va négocier de toute façon pendant tout le mois, mais je sais qu'avec le lait, je pense, avec le poulet, les choses comme ça, il est protégé. En fait, le Canada se protège beaucoup. Est-ce qu'il pourrait dire on va enlever ça? Est-ce que c'est un outil pour enlever tout ça, pour arriver à pouvoir lui exporter vers le Canada son lait, son poulet, ses œufs, ces choses comme ça? Qui ont de la avec les œufs de ce temps-là. Hein. Mais on ne sait pas ce qu'il va faire. Il est quand même, il est quand même très fort, on l'a vu, là, ça fait 2 semaines, puis il défonce tout, il s'en va, puis il nous surprend à tous les jours Un avec d'autres choses. bulldozer. Puis, tu sais, juste le aide que tu parlais tantôt avec Georges, là, Ouais. il s'est dit, je vais fermer le robinet, puis je vais voir c'est qui reçoit de l'eau. Parce que tu ne sais pas, il y a tellement de corruption, il y a des scandales partout. Il a fermé le robinet, puis là, un peu partout, ça crie, hey, j'ai plus mon million, hey, j'ai plus ci, j'ai plus ça. C'est brillant de la façon qu'il l'a fait, mais là, c'est sûr que ça crie partout, puis les démocrates sont choqués parce que là, c'est comme on a mis à la lumière tout ce qu'il faisait. Exactement. Jean-Pierre, quelles sont les prochaines étapes pour le Canada? Jouer l'apaisement, entrer en négociation ou adopter une posture plus dure face à Trump? Non, il ne faut pas être plus dur face à Trump. On l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait avec la Colombie, on le voit, qu'est-ce qu'il fait partout. Écoutez, même la Chine, il y avait un 10 sur la Chine, il ne l'a pas enlevé, celle-là. Là. La Chine, c'est 10 de plus. Donc, il y a un agenda, c'est un homme qui aime bien pareil, c'est un homme d'affaires, c'est un négociateur, mais il aime bien pareil. Et quand je voyais les médias canadiens, québécois, Trump il a mis un genou à terre, Trump trempe devant M. Legault. Le monde au Québec, ils vont-tu vraiment pouvoir ça? Hey, ça n'a pas de sens. Le gars, il a dit, faites de quoi à la frontière, occupez-vous du fentanyl, ça ne bougeait pas. Le Mexique a bougé, lui. Ouais. Fait que tout de suite, hop, OK. Le Canada a bougé, donc on appelle ça une victoire pour M. Trudeau. On dit, ils vont partir la tête haute. Qu'est-ce que c'est ça? Je regardais les médias canadiens, là, Ouais. c'est épouvantable, là. Oui, exactement. En passant, juste ajouter à ton monsieur au début qui a passé tantôt, ici, là, la panique, je ne l'ai pas vue. Le monde sont contents, il y a du soleil, ils sont bien. Ça jase ces réseaux sociaux aussi un peu partout, là. Mais oui, il y a eu, depuis quelques années, des Québécois qui veulent quitter, mais ça n'a pas rapport à M. Trump, là. Non. C'est juste que si vous regardez les frais de condo qui ont triplé depuis 10 ans, 15 ans, les frais de condo ont triplé, les assurances ont augmenté. Il y a des nouvelles lois. Si tu as tant de kilomètres de la mer, il faut que tu fasses checker ta maison à cause d'une maison, un bloc qui a tombé. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de dépenses qui n'étaient pas là avant. Ouais. Alors, les snowbirds, là, puis les boomers qui y arrivaient correct, là, le bas de laine, il baisse trop vite. Fait qu'ils disent, mais ça n'a aucun rapport avec M. Trump. Puis les boomers vieillissent. Ils atteignent une âge où ça coûte plus cher de s'assurer pour aller aux États-Unis aussi, compte tenu de... Moi, ceux que j'ai autour de moi, là, ils ne sont pas si vieux que ça. Puis même, je te dirais, ils ont déjà tout réservé pour l'année 25-26. C'est déjà tout booké pour 25-26. Fait que je ne sais pas où ils prennent la panique. La presse, j'ai vu ça, là, qui est en panique, le rythme. Là. Moi, je suis ici, je le parle à tous les jours, puis il fait soleil, on est bien, on est heureux. On regarde vos tempêtes au Québec. Ben oui, c'est ça. Écoute, profite du temps que tu passes en Floride, repose-toi, salutations à ta douce, puis on se revoit prochainement. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Jean-Pierre. C'est ça. Puis si tu parles aux gens là, dans le gouvernement, pas de combat de coq, laisse ça à d'autres là, qui prennent un homme d'affaires qui va aller s'asseoir, qui va négocier, pas n'importe qui, là, qui va pouvoir aller négocier quelque chose. Au pire, ben, est-ce qu'on peut donner un mandat à Max Bernier? Je ne sais pas, il a l'air un petit peu plus solide. Là. Il pourrait peut-être aller négocier ça. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Jean-Pierre. Passe une belle fin de soirée. Bye, merci. Bye. Toi, Richard, tu penses quoi? Tu dis quoi par rapport à ce que j'ai posé comme question à Jean-Pierre? C'est les prochaines étapes pour le Canada, c'est de jouer l'apaisement, entrer en négociation ou adopter une posture qui est un peu plus dure face à Trump? Non, jamais. Je suis entièrement d'accord avec Jean-Pierre sur le fait de ne pas être bully, là, puis dire on va mettre à leur place les Américains. Il faut comprendre là, que c'est l'éléphant. Là. Ouais. Alors, on a besoin du marché américain. Et il fallait réagir avec prudence au début et non pas s'affaisser comme ils ont fait dès le début. Souvenons-nous, là, la première salve de Trump surprend tout le monde. Et au lieu de sortir avec un message clair, d'ailleurs, le message de la présidente mexicaine était très raide par rapport aux Américains en disant « on va faire ci, on va faire ça ». Mais elle a concédé la demande loufoque de Trump de dire « protégez votre frontière ». Dans leur cas, c'est vrai.
Et les gens partent du sud vers le nord. Et la frontière est beaucoup plus courte, elle est plus facile à protéger, etc. Donc, elle a agi, mais son discours était très ferme en disant, on est souverain, donc viens pas te mêler de nos affaires. On a des ententes de libre-échange au niveau économique, donc tu veux la négocier, bien voici comment on regarde ça. Donc, nous, ici, ça a été la stupeur. Premier, on réagit négativement. Après, l'opposition disait au gouvernement, vous ne bougez pas assez, vous n'êtes pas assez ferme. Et là, ils sont devenus, on va tout arrêter de boire du vin californien, ce qui est une blague. Il y a trop de poids par rapport à la réalité. Et deuxièmement, ça demande des analyses. C'est complexe. Une entente comme l'ALENA, ça a pris des années à négocier initialement. Il y a des ramifications, il y a des exceptions qui sont contrôlées au niveau de la culture, etc. Donc, tu ne peux pas arriver puis faire comme Trump en disant ben moi je vais être comme lui. Là. Alors, il faut arriver avec quelque chose de plus sensé, plus raisonnable, vu que lui ne l'est pas. Et je pense que c'est la meilleure arme contre Trump, c'est de rester calme et raisonnable, alors que lui, il brasse la cage, tout simplement. Et regarder là où il risque d'avoir des changements et dire à nos industries qui sont sûrement pointées, comme l'aluminium, le bois d'œuvre, etc., soyez prêts. Et là, on va vous aider, nous, comme gouvernement, pas vous donner de l'argent à tour de bras comme ils ont fait dans le temps de la COVID ou ce qu'ils auraient pu faire à ce stade-ci. Oui, parce que c'était une des solutions, c'était de donner de l'argent aux entreprises pour faire face à ce 25 %. Bien, on a vu Trudeau qui a donné 250$, il a annoncé ça, ça a fait démissionner sa ministre des Finances. C'est à coup de milliards. Lui, 250$, c'est pas beaucoup. Ben oui, mais c'est des milliards quand tu multiplies par tout le monde. Bien, pour les entreprises, c'est la même chose. Moi, je pense que ce que Trump est en train de faire, il est en train de revoir la façon de faire de la politique, d'une part. Il est en train de mondialiser, de continentaliser l'Amérique du Nord. Donc, comment on se positionne à travers ça? Ça devrait être la question des élus. Et quand Jean-Pierre parlait d'envoyer Maxime Bernier comme négociateur, écoute, il faut rêver, là. On est dans un monde de rapports de force. Actuellement, les libéraux sont morts de rire. La cote monte sans même qu'il y ait fait de grands changements. Carney surfe sur une vague. Bien, ça, c'est des technicalités, ça. Je sais qu'au niveau légal, je suis quand même content que la Cour reçoive la demande. Ça, je m'attendais que ça prenne 1 an. Donc, déjà là, c'est déjà un gain. Et s'il fallait qu'ils obligent à revenir en chambre, ça, c'est intéressant. Tu viens de changer la donne. Je suis persuadé que Poilievre doit être derrière le centre juridique pour dire on va activer les choses. On va voir, on a hâte de voir la décision du juge par rapport à ça, c'est certain. Je vais t'emmener, Jean-Pierre en a parlé, il a parlé de José Legault, qui a fait une sortie cette semaine dans le Journal de Montréal. C'est qui, ça, José? Une journaliste dans le Journal de Montréal, qui affirme que Trudeau pourra maintenant sortir la tête haute. Comment t'expliques le propos de José Legault quand, écoute, puis j'ai pris ça sur un média social, en fait sur Libre Choix, sur Facebook. Quand même, écoute, Libre Choix, c'est bon. Le gars a travaillé fort, là. Il a sorti vraiment des faits saillants Libre par rapport... Média, je pense. Non, je pense que c'est Libre Choix, là. Ouais. Et écoute, elle a dit que Trudeau va pouvoir sortir la tête haute. Puis lui, il a exposé, il dit comment sortir la tête haute. Puis je vais te dire ce qui est sorti. Il dit il y a eu 60 millions du scandale avec le scandale Arifcam. Je te donne juste les faits saillants. 258 millions en projet pour GC Strategies. Il y a eu 84 000 pour des vacances en Jamaïque. Il y a eu 6 000 la nuit pour une chambre lors des funérailles de la reine. Il y a eu 1 milliard pour héberger des immigrants dans des hôtels. Il a investi 40 millions pour licencier du personnel. 1 milliard à Radio-Canada compromettant sa crédibilité. 2 milliards investis dans les entreprises inexistantes. 500 millions pour financer des avortements à l'étranger. On est rendu à 750 millions, Georges disait. Vaccination non testée imposée. Dépenses incontrôlées du gouvernement en général. 10 000 ventilateurs inutilisés achetés auprès d'un ami libéral. 300 millions pour entreposer des hôpitaux mobiles inutilisés. 400 millions pour des hôpitaux de quarantaine. 6 milliards aux Philippines pour l'égalité des genres et la lutte contre le changement climatique. Patinoire de 5 millions sur la colline parlementaire. Écoute, la liste est exhaustive, là. Il y en a comme 3-4 pages, là. Et ça, c'est le gouvernement libéral qui est en train de monter des sondages. Alors, comment tu vois-tu que la mémoire des gens est assez courte? Oui. Puis là, j'ai amené pour 3 pages de malversation puis de mauvais investissement des deniers, des contribuables. Là. On paye des taxes, nous, puis ces impôts-là servent à des conneries comme ça. Là. Mais comment tu peux
dire, comme José Legault, que le gouvernement Trudeau pourra sortir maintenant la tête haute. José Legault, c'est pas une journaliste. Il n'y a plus de journalistes. Ils sont à la solde du gouvernement déjà. Le journal est financé. Ouais. Donc, quand ils ont fait état des scandales de Trudeau, là, les 18 que tu viens de nommer, c'était dans les médias, puis c'était grave cette journée-là. Mais là, c'est oublié après 6 mois. Ouais. Donc, José Legault a pas été en service commandé. C'est des chroniqueurs d'opinion. Ils donnent leur opinion. Moi, je donne mon opinion quand je viens ici. Donc, il y a des gens qui aiment ce que je dis, puis d'autres qui n'aiment pas ça. C'est la même chose dans son cas. Alors, qu'est-ce qu'elle peut sortir de bon? En faisant un titre comme ça, elle attire l'attention à elle. On l'a oublié depuis des années. Mais c'est les médias de masse qui sont complètement... Il n'y a personne qui les écoute, qui regarde. Ouais. Les gens m'envoient des articles de Journal de Montréal. Je dis, écoute, ça doit faire un bon mois que je n'ai pas ouvert le Journal de Montréal. Même pas numérique. Là. Avant, on le regardait au tout début. Alors, c'est terminé cette ère-là. Et là, maintenant, tout est... On envoie un ballon, on regarde l'impact, on regarde les sondages. C'est très technique et ça n'a plus rien à voir avec les médias comme avant parce qu'ils ne font plus leur job et ils ne peuvent plus le faire. Mark Carney, on dit, il n'a pas encore fait de conférence de presse au Québec, etc. Il se promène, il sourit, donne des poignées de main. Oui, mais ça fonctionne. Le problème, c'est qu'il n'essaye pas d'être premier ministre demain et d'être testé pour savoir s'il y a des bonnes idées. Non, il regarde si sourire puis livrer des pizzas comme hier. Est-ce que ça marche? La réponse, c'est oui. Donc, le problème, là, c'est on lance la pierre aux élus et tout ça. Le problème, c'est la population qui dort au gaz depuis des décennies parce qu'on les a amenés à faire ça. Ouais. Fait que si les libéraux montent dans les sondages, autant au provincial qu'au fédéral, c'est grâce à M. Trump. Est-ce que, je vais la devancer ma question, mais est-ce que la montée du conservatisme, est-ce que le fait que les États-Unis semblent retourner vers une politique plus conservatrice donnerait aux libéraux un avantage aux prochaines élections, favorisant une politique progressiste pour contrer la montée du conservatisme en Amérique du Nord? C'est évident. C'est évident et c'est ce qu'on voit actuellement. Donc, quand j'étais avec Harper, c'était Bush qui était président américain. Et quand Obama est arrivé, ça a aidé Harper. Il est devenu majoritaire dans le temps. Et tout le monde pensait, my God, si Bush perd l'élection, si les républicains ne sont pas réélus, ben là, Harper va être dans le trou. C'est le contraire. Donc, le Canada, surtout un Canada anglais, sa souveraineté, ils n'arrivent même pas à la définir. Les gens à Toronto nous disent, vous êtes chanceux au Québec, la langue vous permet d'avoir vos artistes, vous avez un microcosme à cause de la langue qu'on n'a pas nous. Nous, dès qu'on a des acteurs, des chanteurs qui ont du succès, ils s'en vont aux États-Unis. Et ils reviennent ici chanter, mais c'est des Américains, ils sont devenus Américains. Donc, la souveraineté canadienne, elle est très dure à définir. Donc, la population canadienne se définit en étant un peu, en chamaillant avec le voisin. Et c'est là qu'on attend du gouvernement qui est au pouvoir d'être ferme par rapport à ce qui se passe. Mais habituellement, tu es ferme publiquement et par en arrière, tes négociateurs disent, écoute, on va s'entendre sur une entente parce que c'est une question de dollars et c'est une question d'économie là, quand tu parles des échanges et tout le reste. L'aspect culturel, l'aspect on va huer votre prime nationale, ça n'a aucun impact. Là. C'est pas ça qui est objectif. Donc, c'est sûr que les politiques, premièrement, les politiques conservatrices de Trump, faites attention. Le mondialisme nous a amenés jusqu'à la maladie mentale qui s'appelle le wokisme. Volontairement. C'est eux autres qui mènent le jeu depuis des décennies. Ça fait 60 ans qu'on nous coupe comme un salami. Là. On est rendu qu'on annonce, on éduque les enfants à la maternelle, à la sexualité. Ouais. C'est une dérive tellement grosse que Trump a l'air d'un extrême conservateur, mais il nous ramène juste quelques années en arrière. Donc oui, comme tu dis, il faut le célébrer. Oui, il faut regarder ça comme un gain, parce que ça fait longtemps qu'on veut qu'il y ait de l'action de ce côté-là. Mais on n'est pas revenu à un gouvernement conservateur. Absolument. Richard, alors que nos politiciens au Québec, à travers le Canada, nous enfoncent de plus en plus dans un creux financier, un gouffre sans fond, il y a encore Trudeau qui annonçait le 31 janvier un investissement de 41,5 millions à des organisations homosexuelles. Puis ça, c'était à l'aube, justement, de la mise en place de l'augmentation des services douaniers de 25 %. Puis, de l'autre côté,
aux États-Unis, tu as un Elon Musk qui nettoie les finances publiques. Puis je remercie parce que c'est un autre qui a fait un travail colossal, André Pitt. Et puis dans ses trouvailles récentes, Elon Musk avait trouvé 1 milliard de gaspillés dans des programmes de diversité, dont 45 millions pour la diversité en Birmanie. Il a trouvé la cessation des baux dans des édifices non occupés. Il a trouvé 784 millions dans une ambassade au Soudan du Sud, qui était envoyée là. Il a trouvé 1,9 trillion en réglementation de bureaucratie. Il a trouvé 700 millions dans l'étude de la magie. Excuse-moi, 7 millions dans l'étude de la magie. Il a trouvé 20 millions pour financer les missions Sesame Street en Irak. Là, tu travailles à l'envers. Tu es en train de citer tout ce qu'ils font, alors que c'est corrompu d'un bout à l'autre. Oui, effectivement. Donc, tu es bien mieux de dire, globalement, on ferme le robinet, Jean-Pierre l'a bien dit. Ouais. En fermant le robinet, tu regardes quelle roue qui crie. Ouais. Et là, tu y vas par défaut. Ça, c'est intelligent, mais c'est une décision d'affaires qu'il faut. Ouais. Mais ma question, c'est, est-ce que si le Canada faisait le même exercice chez nous, on aurait autant des chiffres qui seraient aussi choquants? Ce serait pire. Au prorata par rapport à la population, ça serait pire. On est bien plus à gauche au Canada depuis toujours, et surtout au Québec. On va faire au Canada ce que les États-Unis sont en train de faire actuellement. Ça prend 10 ans pour qu'on fasse la même chose, ou à peu près. Donc, c'est le temps d'avoir une position conservatrice. Pas à la Poilievre et à la Éric Duhem, là. Ça, c'est des libéraux, ça. Il n'y a pas de conservatisme au Canada. Mm-hmm. Le seul qui commence à avoir des politiques conservatrices, c'est Maxime Bernier. Il n'est pas dans l'échiquier du tout. Non. Il se fait boycotter par Élections Canada, par les commissions, etc. Il se fait boycotter par les deux principaux partis qui trouvent leur gain en étant 3 avec le NPD, mais c'est l'équivalent du Parti libéral. Donc, on voit qu'il y a un échiquier ici politique qui doit être complètement revu. Et Trump est en train de donner le ton. Il est en train de montrer que ça marche parce qu'il y a beaucoup de monde qui appuie Trump depuis novembre dernier, qui avant le dénigrait constamment. Donc, il y a eu une bascule qui s'est faite. Tu dis à quoi cette bascule-là? Le wokisme est allé tellement loin qu'il y a des gens qui ont dit « ça n'a pas de bon sens ». Et là, Trump sort avec des politiques très marketing. Il ne faut pas l'oublier, là. Il arrive sur l'aspect des transgenres, mais jusqu'à 18 ans. Attention à ces affaires-là. Il n'est pas en train de dire que c'est inacceptable d'un point de vue moral. Il est en train de dire on va arrêter une hémorragie. Et Éric Duhem fait les mêmes techniques. C'est des techniques de clientélisme parce que ça nous amène des votes, on se fait élire. Une fois au pouvoir, on voit ce qu'il fait, là. Il est en train de tirer à gauche partout. À tous les jours, c'est 10 décisions. Du jamais vu. Mais il y a tout un mandat pour le faire. Et la confusion, imagine-toi, sur les 400 décrets, s'il y en a 10 qui survivent, c'est 100 fois mieux que ce que les prédécesseurs ont fait. Mais moi, j'aimerais ça t'entendre. Il va par défaut. Oui, j'aimerais ça t'entendre sur un argument que j'entends. Parce que ça fait 2 fois qu'on l'énonce ici. Il a stoppé le transgenrisme jusqu'à 18 ans. Puis ça fait 2 fois qu'on en parle. Ouais. Mais il y a des gens qui vont dire, ben il vient d'éteindre ou d'étouffer l'hémorragie qui touchait nos enfants. À 19 ans, ils sont rendus majeurs, vaccinés, ils peuvent prendre la décision qu'ils veulent. Ça leur appartient, ils sont rendus à 19 ans. Mais au moins de 0 à 18, on a le temps de pouvoir les éduquer, les aider, puis les influencer à ne pas aller vers ça. S'ils veulent le faire après 19 ans, ça leur appartient. Ça, c'est du libéralisme. Hein? Donc, de tenir un propos comme ça, libéral, bien, assumons qu'on est libéral. Venez pas me dire que vous êtes conservateur parce que c'est correct après 18 ans. C'est là qu'il faut tirer la ligne. Donc, un mouvement conservateur doit mettre les bases, remettre les bases. Ça existe depuis toujours, là. C'est juste qu'on les détruit systématiquement depuis 60 ans. Quand on n'est pas invité dans les tribunes, hein, ça fait longtemps qu'on empêche un discours conservateur. Hein, je me suis fait exclure de la campagne au leadership du Parti pseudo-conservateur fédéral, sans aucune raison, juste parce que je m'opposais au financement de l'avortement. On interdit tout ça. Donc, si vous voulez être libéraux, appelez-vous libéraux. Et dites, moi, à 18 ans, tu peux tuer ton voisin, tuer ton fœtus, tu peux te faire changer en chien. I don't care. C'est ça le libéralisme. Bien, je m'excuse, la société doit avoir, la civilisation a toujours eu des bases morales qu'on enseigne à l'école. On a arrêté d'enseigner à l'école toutes les bases. Là, on est en train d'enseigner le wokisme. Imagine le travail qu'on a à faire. Mais pour détruire la stratégie libérale que tu mentionnes qu'à 18 ans, on peut faire ce qu'on veut, bien, quel bel exemple pour les jeunes. Tu vas dire aux jeunes, ne fume pas jusqu'à 18 ans, puis à 18 ans, tout le monde fume. Non, c'est mauvais pour la santé, c'est interdit. Ouais. Et là, on arriverait avec
des politiques conservatrices réellement, mais on voit qu'il y a toute une côte à monter là, pour arriver là. Il va y avoir de l'action jusqu'à une guerre mondiale, probablement. On est en train de tellement brasser au niveau international qu'une guerre, tu peux imaginer qu'une guerre mondiale, ça va arrêter pas mal d'hémorragies comme USAID et tout le reste, et le Canada va suivre comme tout le reste aussi. Alors, il y a des changements importants qui s'en viennent, qui vont amener les changements qu'on souhaiterait, mais je ne pense pas que les Canadiens sont prêts à faire ce que Trump est en train de faire en quelques jours. Définitivement pas. Je t'en lance une autre parce que c'est un autre argumentaire que j'entends tout le temps. C'est on est tellement habité ou par un discours libéral ou du progressisme ou du wokisme que, en matière d'avortement, par exemple, la position, on l'a reçue la semaine dernière de Maxime Bernier, c'était qu'il veut se battre pour que l'avortement devienne illégal au 3e trimestre. Donc, de 6 à 9 mois. Parce que c'est inconcevable, c'est un infanticide, le bébé formé, puis il a tout sorti son argumentaire autour de ça. Mais l'argument que j'entends de toi, notamment, puis de tous les conservateurs purs et durs, j'en fais partie, c'est pourquoi 6 à 9 mois? Pourquoi pas la défendre dès la conception? Puis il y a des gens qui vont dire, on est tellement habité par ce libéralisme-là qu'on ne peut pas faire changer dans notre société cette pensée-là contre l'avortement. Donc, un éléphant, ça se mange à petite bouchée. Commençons à aller chercher de 6 à 9 mois. C'est bon, cette victoire-là qui va shaker les colonnes du temple des pro-choix. Puis après ça, on attaquera, comme Maxime m'a dit la semaine dernière, les 3 à 6 mois. Puis après ça, on ira vers les 1 à 3 mois. Le problème de Maxime et du Parti populaire, c'est qu'il y a des obligations dans la partisanerie. Hein? C'est un jeu d'échecs. Et c'est très encadré. C'est ça la problématique du Parti populaire. Ils n'arrivent pas à sortir d'un cadre qui est imposé par ses adversaires. Et avec raison. Si on était chez eux, on ferait la même chose. Hein? On démolit l'adversaire. Donc, d'arriver et dire qu'il est contre l'avortement au 3e trimestre, parce que c'est ça sa politique, il a perdu toute la clientèle potentielle pro-avortement. Parce qu'être contre le 3e trimestre ou être contre dès la conception, tu as le même impact politique. Parce qu'on ne travaille pas avec 100 % de la population dans la partisanerie. On travaille avec 20 % qu'on appelle le milieu. C'est pas le milieu, c'est les plus mous, là, ceux qui sont à cheval sur la clôture. Là. C'est eux autres qu'on fait bouger. Et c'est avec 10, 15, 20 % qu'on fait basculer un gouvernement. On le voit avec Pierre Poilievre. Il était à 44 % à l'automne dans les sondages. Absence de leadership chez les libéraux. Là, on voit Carney qui n'est même pas nommé, il n'est même pas choisi. Et on voit déjà les conservateurs commencer à baisser. On voit les autres partis se replacer parce qu'il y en a qui n'aiment pas plus Carney que le reste. Ce que Trump vient de faire, juste au niveau de la taxe carbone, hein, qui est en Californie là-bas, lui, il a changé cette donne-là. Il ridiculise la taxe carbone, avec raison. Mais ça a fait reculer Mark Carney qui dit qu'il ne l'appliquera pas. C'est une révolution, juste ça, au Canada. Et là, les colonnes du temple sont fissurées, là. Peu importe qui sera en poste. Alors, lui, il a compris que ça, tu ne peux pas aller contre ça, parce qu'il y a un rouleau compresseur qui s'en vient du côté américain. Alors, ces jeux de politique partisane-là font en sorte que moi, je prône de ne plus être un parti politique parce que tu ne peux pas faire de la politique. Comment faire une politique conservatrice? C'est en étant en dehors. Et quand on lance un mouvement politique, c'est ça la base d'un futur parti politique, c'est que les gens n'ont plus d'éducation politique du tout. Ils ne savent pas c'est quoi être conservateur, être libéral. Tout le monde est Roger Bontemps, libéral, jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui brasse au bord de la frontière, où là, tout le monde devient au garde-à-vous. Les gens d'affaires, là, sont tous inquiets. Oui, mais avant, comme Jean-Pierre disait, pourquoi vous avez acheté chez les États-Unis au lieu d'acheter local? On a un mouvement localiste avec Philippe Méloni qui dit il faut acheter local parce que regardez ce qui s'est passé pendant le COVID. Et voilà, la crise du COVID nous montre qu'on dormait au gaz. C'est ça le libéralisme. Et là, on est en train de revenir à dormir au gaz et on a un Trump qui nous brasse la cage, mais pas nécessairement pour notre bien, parce que lui, il est très mondialiste d'un point de vue du sionisme, par exemple, d'un point de vue de Nord-Américain, c'est moi le boss, et non pas chacun va trouver son profit comme une entente d'ALENA. Donc, il est pour la souveraineté, mais la sienne, jamais celle des autres.
Donc, ce n'est pas nécessairement bon. Il est très totalitaire dans son approche, comme tout homme d'affaires qui dirige son entreprise. Excuse-moi, M. Trump, ce n'est pas une entreprise. Et c'est un mégalomane qui a prouvé son imbécilité en disant ce qu'il a dit sur Gaza cette semaine. On va faire des belles constructions, là, ça va être très beau, mais la population doit aller ailleurs. C'est une aberration d'un point de vue de droit. Alors, il traverse toutes les lignes et nous, on doit se protéger par rapport à ça, mais comme Jean-Pierre disait, on doit faire nos devoirs. Donc, acheter local. Ouais. Tout le monde chiale, vous réagissez à Trump en disant qu'il faut acheter local. Non, il faut toujours acheter local. Si tu achètes ton raisin de la Californie, au lieu de l'acheter quelque part pas loin de chez vous l'été, par exemple, je ne sais pas, ben tu viens de sauver du pétrole, etc., etc. Tu n'as pas besoin d'être écologiste pour dire « je ne polluerai pas avec des transports etc. Ouais. L'ANA a créé ça où on achète en 24 heures des produits qui ont fait 3-4 000 km. Ouais. C'est pas une bonne idée d'un point de vue de Économie. l'humanité, de l'écologie, des dons de Dieu. Ouais. On n'en parle jamais de ça, mais la nature, là, c'est un don. Fait que travailler contre, premièrement, c'est péché. Tu n'as pas le droit de faire ça comme être humain. Quand est-ce qu'on enseigne ça aux enfants? On leur fait lever le poing en l'air en disant qu'il faut battre le gouvernement, battre les méchants qui polluent. C'est pas ça la vie. Non, c'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup, Richard, pour ta participation ce soir et Mon chocolat? ton chocolat. Je te laisse pour Maxime. Manger à 25 Oui, puis un chocolat de périmé d'il y a 4 ans. ouais, mais ça va avec la politique. Hein? Si c'est corrompu, périmé, c'est la même chose. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous. Oui. Ce soir, en conclusion, j'aimerais vous entretenir sur le fait suivant. Lorsqu'on regarde et on lit les nouvelles ou on entend des émissions qui, comme peut-être celle de ce soir, qui exposent la vérité, la réalité des choses, on pourrait en venir à s'inquiéter, à faire de l'anxiété, surtout lorsqu'on entend répéter de plus en plus certains mots-clés qui commencent à certainement refléter une certaine réalité et exposer un plan mondialiste et diabolique. Vous savez, le genre de mots-clés comme, par exemple, et j'en ai une panoplie, manipulation médiatique, l'effondrement de la démocratie, l'État profond, le nouvel ordre mondial ou le gouvernement mondial, la récession, l'hyperinflation, l'effondrement du dollar, la crise du logement, la fin de la classe moyenne, l'identifiant bionumérique, le crédit social à la chinoise, l'intelligence artificielle puis le contrôle des pensées, la dérive transhumanisme, l'effondrement du tissu social, la crise énergétique, la pénurie alimentaire, par exemple, le terrorisme, l'invasion migratoire, les pandémies orchestrées, la vaccination forcée, l'interdiction des médecines alternatives, l'agenda woke, l'endoctrinement des enfants, la destruction des valeurs familiales, l'endoctrinement scolaire. Tous ces mots, il y en a encore une panoplie que je n'ai pas énumérée, peuvent causer une augmentation de stress, de l'anxiété et assurément une augmentation de notre niveau d'inquiétude par rapport à nous et par rapport à où va notre monde, où allons-nous? Et ces émotions peuvent nous amener à se poser des questions du genre « Suis-je réellement libre ou suis-je soumis à un système qui me contrôle sans que je m'en rende compte? Quelles sont les prochaines restrictions imposées à ma vie quotidienne au nom de la sécurité ou du bien commun? Dans quelle mesure ma capacité à m'exprimer librement est-elle déjà réduite sans que je m'en aperçoive? Mes enfants vont-ils encore avoir le choix de penser différemment ou sont-ils tous conditionnés à l'avance dès leur enfance? Jusqu'où ira le contrôle des données personnelles et ma vie privée? Sommes-nous en train de construire un monde plus sûr et plus juste ou nous sommes en train de marcher aveuglément vers un système totalitaire? Est-ce que nos démocraties sont en train de mourir sous prétexte de protéger la planète et la sécurité collective? Est-ce qu'on va vers un avenir où l'État va décider ce qui est vrai de ce qui est faux? Est-ce que le progrès technologique nous libère réellement ou ce progrès technologique-là nous enferme progressivement dans une cage numérique? Est-ce que les institutions veulent réellement notre bien ou cherchent-elles à consolider leur pouvoir? Est-ce que notre modèle économique est viable? Où on est en train d'assister à l'effondrement organisé d'un système devenu incontrôlable. Et savez-vous quoi? Pour la plupart des questions que j'ai énumérées, que les citoyens, que nous, on peut se poser, la majorité de ce que je vous ai énuméré est déjà en branle, est déjà actif. Vous savez,
L'asservissement et la peur sont utilisés comme tactique et stratégie pour dominer, pour paralyser, puis nous rendre inactifs. Maintenant, assurément, notre monde est en dérive. Assurément, notre monde est en changement. Assurément, notre monde suit un plan mondialiste diabolique. Assurément, nos libertés sont en voie de disparition. Assurément, nous devrions se poser des questions. Si vous n'êtes pas encore posé des questions par rapport à tout ce qui se passe dans notre monde, par rapport à un agenda 2030, par rapport à un agenda mondialiste diabolique qui veut faire la promotion des valeurs wokistes, qui veut établir un gouvernement mondial, une monnaie mondiale, un identifiant bionumérique pour contrôler la population, vous n'êtes pas encore posé ces questions-là, comment ça être peut-être que vous voulez poser. Assurément, la Bible nous informe de ce monde en déchéance. À cause de quoi? À cause du péché. Mais malgré tout ce plan diabolique en cours, il y a assurément de l'espoir. Et je veux mettre l'emphase ce soir sur cet espoir-là qui existe. Parce qu'on pourrait être comme tous les autres médias d'information, soit alternatifs ou de masse, puis juste vous répéter ce qu'on entend dans les médias, puis vous donner un bon bulletin de nouvelles. Mais si on ne rattache pas ensemble, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait ce soir, l'espoir qu'on peut avoir, on n'est pas en train de faire notre travail parce que l'espoir, cet espoir, ce réconfort se retrouve pas dans les choses du monde. Il ne se retrouve pas dans un homme, dans une femme, dans nos enfants ou dans la famille. Il ne se retrouve pas dans un compte de banque ou dans nos économies. Il ne se retrouve pas dans un politicien. Il ne se retrouve pas dans un travail. Il ne se retrouve pas dans mon mari ou dans ma femme. En fait, l'espoir ne se retrouve pas dans rien de ce que le monde peut nous offrir. Mais il se retrouve en qui? En Jésus. Celui qui a déjà plus de 2000 ans s'est fait homme, l'infiniment grand, qui se fait infiniment petit pour venir marcher sur sa création. Pourquoi? Et donner sa vie. Pourquoi? Par amour pour chacun d'entre nous, afin de nous racheter, vous et moi, et chaque être humain, de nos péchés. Afin de nous sauver, afin de nous donner un avenir et une espérance, et afin de nous donner par surcroît la vie éternelle. L'espoir dans lequel nous trouvons ce réconfort en dépit des circonstances porte un nom, puis son nom, c'est Jésus-Christ. Il dira dans Matthieu 6, les versets 25 à 34, « Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même le roi Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors ne vous habillera-t-il pas, à bien plus forte raison vous-même, comme votre confiance en lui est faible? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller? » Ce sont les païens, les non-croyants, qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. L'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, les versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ma prière pour vous, c'est que vous puissiez trouver cet espoir qui porte un nom, et son nom est Jésus-Christ. C'est Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine.